et concluante à l'heure actuelle. C'est dans une chronique d'Isabelle Haché. Effectivement, elle a parlé au docteur Arruda. Sauf erreur, c'est Isabelle Haché qui a écrit ce texte-là. Oui. Et on apprenait, oui, en effet, que... Puis rappelez-vous, vous vous souvenez, ça allait très mal là, la semaine avant. Et il y a eu comme une panique. Puis dans Montréal-Nord, ça allait pas bien. Les tests n'allaient pas bien. On s'est dit, on va s'enlever cette balle-là. Et ça a été une décision davantage politique, nous confirme-t-on. Pendant que vous voyez Nathalie Roy, ministre de la Culture, qui a pris place, le premier ministre, le docteur Arruda et Mme McKenna. Alors, Mme McCann, pardon, Mme McKenna. Mme McCann, on écoute et on revient, Sébastien. Le masque que je porte aujourd'hui, qui fait un petit peu un bec de canard, là, c'est un masque qui est fabriqué par l'entreprise Mode Jet Set, une entreprise de Normand Panton. Donc, c'est fait à Montréal, puis c'est vendu dans plusieurs magasins au Québec. Donc, j'invite les Québécois à porter soit ce masque-là ou un autre. Mais si vous êtes capable d'en acheter un au Québec, faites au Québec. C'est encore mieux. Comme vous le voyez aujourd'hui, en plus du docteur Arruda et de la ministre de la Santé, j'ai de la belle visite, la ministre de la Culture, qui a des belles nouvelles à nous annoncer. Je veux aussi saluer dans la salle, je crois la reconnaître, Sophie Préjean. Non, non, gardez votre masque, c'est correct. Donc, la présidente de l'Union des artistes. Yannick Nézet-Séguin, notre grand chef d'orchestre. Et puis, on me dit aussi qu'il y a Luc Fortin, président de la Guilde. Il est là. Donc, des musiciens. Donc, on va y revenir tantôt. Je veux d'abord dire un mot aux Québécois sur ce qui s'est passé aux États-Unis dans les derniers jours, là, la mort tragique de George Floyd. Évidemment, on a tous été touchés, là. Ceux qui ont vu la vidéo, de voir le policier qui met son genou sur la gorge, le pauvre George Floyd qui implore de le laisser respirer, puis en plus d'autres policiers à côté qui font rien, là. Donc, c'est vraiment choquant, révoltant, puis je comprends tous les gens qui ont été révoltés et je suis solidaire d'eux autres. Ça montre qu'on a encore du travail à faire pour lutter contre le racisme. C'est pas ça le genre de société qu'on veut au Québec. Et donc, comme premier ministre du Québec, là, je dénonce fortement, puis je demande à tout le monde de continuer. On sait que malheureusement, ça existe encore et il faut lutter contre le racisme. Tous les êtres humains sont tous égaux, sont tous pareils, donc peu importe la couleur de leur peau. Donc, c'est important de le rappeler. Bon, je sais qu'il y a eu une manifestation hier à Montréal. Je sais qu'à la demande du docteur Arruda, la grande majorité ont respecté le 2 mètres, ont fait ça dans la paix. Malheureusement, quelques casseurs ont brisé des vitrines, endommagé des commerces, volé des guitares, entre autres, on a vu ça. Ça, c'est inacceptable. Donc, ce bout-là, là, peu importe qu'on soit choqué, je pense pas qu'on aide la cause en faisant ça. Je veux revenir, bien sûr, avant de parler de culture, sur la situation dans nos CHSLD. Bon, vous allez le voir, ça, demain ou dans les prochains jours, on va ouvrir les inscriptions. On le dit depuis le début de la crise. On a, depuis plusieurs années, là, peu importe les partis politiques, là, on est tous un peu coupables, travaillé dans nos CHSLD avec environ 10 000 personnes manquantes. 10 000. On les a compensées par des personnes pas nécessairement formées, qui ont fait leur gros possible, puis je les remercie encore. Mais là, on va lancer, à la mi-juin, une formation de 3 mois qui va être payée 740 $ par semaine pendant la formation. Puis ensuite, les gens vont commencer à 49 000 $ par année pour ceux qui vont travailler à temps plein. Donc, je lance un appel. Demain, on va vous donner probablement toutes les adresses, les centres de formation professionnelle où les formations vont se donner. Ils vont se donner en partie dans les centres de formation professionnelle, puis en partie dans les CHSLD. Puis je pense qu'on doit ça à nos aînés, d'avoir 10 000 personnes de plus formées,
qui vont rendre aussi les conditions de travail plus agréables pour ceux qui sont déjà là, puis qui vont permettre justement aux préposés d'avoir un petit peu plus de temps pour échanger avec les résidents, les résidentes. On aurait dû faire ça depuis au moins une dizaine d'années, 20 ans, mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été passé en priorité par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans nos hôpitaux. Donc, il est temps qu'on corrige la situation d'un CHSLD. Mais pour ça, j'ai besoin de 10 000 personnes de tous âges. Donc, je le répète, engagez-vous, 10 000 emplois là, pour changer, améliorer la vie des personnes qui sont vulnérables. Je reviens sur le bilan du jour. Bon, vous l'avez déjà vu. Heureusement, les indicateurs s'améliorent, donc moins de cas, moins d'hospitalisation, moins de décès. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée, donc il faut continuer à porter le masque, respecter les consignes pour être certain qu'on ne revienne pas en arrière, pour être certain qu'on n'engorge pas nos hôpitaux, parce que justement, si on parle de nos préposés et de nos infirmières, ils ont besoin, comme on dit en chinois, d'un break. Hein? Ils ont besoin d'un gros break et puis on veut leur donner, puis on va leur donner au moins 2 semaines de vacances de suite cet été, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle vague là, en plein été. Donc pour ça, le masque, on garde le 2 mètres. Donc, la situation étant meilleure, ça nous permet de continuer le déconfinement. Puis aujourd'hui, bien, très content, puis un plaisir particulier de parler de culture. On le sait, puis je le répète souvent, la culture, c'est l'âme du peuple québécois. Les Québécois adorent leurs artistes et ils sont ennuyés de leurs artistes. Oui, on les a vus dans quelques pubs, puis j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Il y a beaucoup d'artistes qui ont accepté de transmettre les consignes, entre autres, du Dr Arruda. Je suis certain que ça a aidé à ce que les Québécois adhèrent aux consignes depuis le début. Donc, j'en profite pour remercier les artistes. Bien sûr, la situation a été difficile. On a juste à penser aux salles de spectacle, aux salles de théâtre. Et évidemment, là, bon, on travaille très fort pour réouvrir graduellement avec un certain nombre de spectateurs. On n'est pas encore rendu là, mais moi, je suis certain que nos artistes sont capables d'être créatifs pour continuer bientôt, là, dans les prochaines semaines, à ce qu'on voit nos artistes puis que nos artistes soient à l'œuvre. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui un projet ou des projets, un plan de 400 millions de dollars en culture. 400 millions, pour vous dire, là, il y a à peu près 150 millions, c'est du réaménagement de budget, mais il y a un 250 millions, c'est du nouvel argent. Donc, c'est de l'argent qui est en plus des budgets qui étaient déjà annoncés. Puis des budgets déjà annoncés, rappelons-nous, hein, même ça a l'air loin, juste avant le début de la crise, on avait annoncé un budget en culture qui augmentait de 12 %. Bien là, on rajoute 250 millions. Une partie qu'on a commencé à dépenser pour les organismes, donc 109 millions. Et le reste, bien, ça va être distribué selon des appels d'offres. Là. Nathalie va nous l'expliquer tantôt. Ça va être géré beaucoup par la SODEC. Mais j'ai demandé à SODEC de faire ça plus vite que d'habitude. Donc, plutôt que de prendre beaucoup de temps pour tout analyser, tous ceux qui ont des projets de prêt, là, c'est le temps de les déposer. Puis, donc, on a, disons, si on met le 100 millions de côté pour les festivals, les théâtres, tout ça, donc il y a un bon 300 millions qui est disponible là, pour toutes sortes de captations. Donc, ça veut dire des émissions de télévision, comme District 31, des séries télévisées, des films, des pièces de théâtre, mais qui sont captées, évidemment. On ne peut pas avoir des salles complètes, des concerts, des projets de danse, des projets en musique. On sait qu'on est bon en musique au Québec, des projets d'écrivains. Puis on veut aussi... Puis vous allez le voir tantôt, Nathalie va vous l'expliquer, on veut aussi en profiter. Puis s'il y a un
bon côté à cette méchante crise, c'est on va regarder plus vite pour développer toutes sortes de plateformes numériques. Donc, pas seulement regarder nos artistes à la télévision, mais sur toutes sortes de plateformes. Donc, fait vraiment plaisir d'annoncer ce plan-là de 400 millions. Et puis, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais j'ose le dire. S'il y en a pas assez, on regardera ça. Mais je veux que les projets, là, je le dis aux artistes, ceux qui ont des projets, là, c'est le temps de déposer ça, là, des projets de tout type. Là, on veut vous voir, puis on veut vous remettre au travail, puis on veut que les Québécois voient leurs artistes. Les remerciements du jour, en terminant, c'est la semaine des personnes handicapées. Je vois Sophie Préjean. On a Marilyn Picard chez nous, qui a un enfant lourdement handicapé. On le sait, la crise, c'était encore plus dur pour les personnes handicapées puis pour les parents d'enfants handicapés. Parce que là, on parle de déconfinement de certains commerces, de certaines activités, mais il faut se rappeler qu'il y a des personnes handicapées qui sont confinées à vie. Hein, ça, c'est la triste réalité. Puis il faut tous se demander comment on fait, d'ailleurs. C'est une question qu'on devrait tous se poser, là, les propriétaires de commerce, toutes les activités, pour donner un meilleur accès aux personnes handicapées. On a aussi Lionel Carman puis Jean-François Roberge qui travaillent sur toutes sortes de programmes de répit, des camps de jour pour les personnes handicapées. On fait une exception aussi partout là, pour peut-être que les normes du 2 mètres. Je fais attention à ce que je dis, je vais me faire chicaner. Là, mais en tout cas, c'est très important qu'il y ait des activités pour les personnes handicapées. C'est important pour les personnes handicapées. C'est important aussi pour les parents d'enfants handicapés, surtout qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école depuis un bon bout de temps. Donc, on réouvre aussi des classes d'enfants handicapés. On ne le dit pas aussi assez souvent, nos CHSLD, il y a peut-être 90 % que ce sont des personnes aînées, des aînés, mais il y a un 10 % ce sont des personnes handicapées. Puis vous le savez, on va graduellement, on ne fera pas tout ça du jour au lendemain, mais on va remplacer les CHSLD par des maisons des aînés. Mais il y a certaines maisons que ça va être des maisons alternatives pour des personnes handicapées. Donc, c'est pas toujours correct, à mon avis, de mettre des personnes handicapées avec des aînés. Il y en a des jeunes qui ont besoin d'avoir un entourage qui est jeune. Donc, il y aura des maisons alternatives. Là, Marguerite commence déjà à en annoncer d'ailleurs. Donc, mes remerciements du jour, tous les enfants handicapés, toutes les personnes handicapées, tous les parents d'enfants handicapés, on pense à vous autres, puis on essaie de vous aider. En terminant, je répète les 3 consignes. On porte un masque, même si ça peut être achalant, on va s'habituer un petit peu, puis ça va rester achalant. Mais pensez juste au personnel soignant. Je le disais tantôt qui a besoin d'un break, là. Si ça ne vous tente pas un jour de porter le masque, dites-vous que vous ne le faites pas pour vous, pour les autres, puis pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de personnes qui se ramassent dans nos hôpitaux, puis qui empêchent notre personnel de prendre un break cet été, d'avoir des vacances plus que méritées. Puis bien sûr, on garde le 2 mètres, on se lave les mains régulièrement. Donc, je compte sur vous. Merci pour votre appui. Good afternoon. First, I want to say a few words. Bonjour. Quelques mots avant sur la mort tragique de George Floyd aux États-Unis. À titre de Premier ministre du Québec, je me sens solidaire des gens qui dénoncent la violence raciale. Il nous faut continuer de bâtir une société libre de racisme. J'aimerais remercier la très grande majorité de gens qui ont respecté les mesures de distanciation et qui ont porté un masque lors de la manifestation à Montréal hier. À l'autre bout, ceux qui ont profité pour vandaliser et piller doivent faire face aux conséquences juridiques. Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles pour notre industrie culturelle. Depuis quelques mois, nos artistes ont en grande partie contribué à
propager le message de santé publique. Ils nous ont encouragés et gardé le moral. Mais ce n'est pas facile pour eux, surtout pour les artistes de la scène. C'est pourquoi nous annonçons un soutien financier et notre ministre va en parler en détail. Nous nous dirigeons dans la bonne direction dans notre combat contre le virus. En même temps, il ne nous faut pas perdre cet instinct de vigilance. Si on ne veut pas que le virus revienne cet été, il nous faut tous jouer un rôle. Il faut continuer de maintenir la distance physique. Il faut se laver les mains et porter un masque si vous sortez. Si vous pensez relâcher vos efforts, pensez aux travailleuses de la santé qui ont besoin d'une pause. Je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. À la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous devinez que je suis très, très contente d'être ici ce matin avec d'excellentes nouvelles, je l'espère, pour le milieu de la culture. Et je suis particulièrement fière de faire cette annonce en compagnie de notre Premier ministre. Également, j'aimerais souligner et saluer la présence, entre autres, de Mme Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes, M. Luc Fortin, président de la Guilde des musiciennes et musiciens, et Maestro Yannick Nézé-Séguin, chef de l'Orchestre métropolitain. Vous devez avoir hâte de recommencer ici, vous, je sens ça. Alors, l'annonce que nous faisons aujourd'hui donnera, je l'espère, de l'espoir aux artistes du milieu culturel, de toutes disciplines confondues, pour qu'ils se mettent à créer, et pour que vous puissiez recommencer à travailler dès maintenant. Alors, la pandémie, elle a tout arrêté. Alors là, on peut parler d'un nouveau départ. Nous allons donner aux artistes et aux artisans de puissants outils pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux. Et qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de créer. Notre budget historique en mars dernier, vous en souvenez peut-être, avait pour objectif de penser en dehors de la boîte, de donner aux créateurs des moyens qui répondent à leur créativité. Notre objectif était aussi d'encourager l'émergence et la création de contenus innovants. Et c'est là qu'on parle entre autres de plateformes, de nouvelles avenues informatiques. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, on se rend bien compte que notre vision, elle est plus pertinente que jamais, puisque les artistes doivent s'adapter à de nouvelles réalités et faire les choses différemment pour entrer en contact avec le public. On n'a pas le choix, c'est la COVID qui l'exige. Mais s'il y a des gens qui ont toute la créativité nécessaire pour y arriver, pour relever ce nouveau défi, bien, ce sont bien les artistes. Donc, pour les aider à créer et recommencer à travailler, je vous annonce que notre gouvernement porte à près de 400 millions de dollars son investissement dans la relance du secteur culturel. Notre plan porte donc les sommes dédiées à la culture à un niveau inégalé de plus de 971 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 26 % par rapport au budget de 2019-2020. Voici maintenant les grands axes de notre plan. Tout d'abord, 91,5 millions de dollars seront investis en production cinématographique et télévisuelle pour permettre, entre autres, à nos producteurs de faire des films avec plus de moyens et des séries télé à la hauteur de leur imagination. Nous accordons 71,9 millions pour aider les entreprises et organismes culturels qui ont dû fermer leurs portes au public pendant la pandémie. Nous investissons 50,9 millions pour soutenir les arts de la scène dans la création et la diffusion de spectacles innovants grâce à des appels à projets qui sont prêts, là, Monsieur le Premier ministre, pour poursuivre leurs pratiques en respect des nouvelles mesures sanitaires avec lesquelles ils doivent maintenant composer. 33,5 millions de dollars iront à l'industrie de la musique et les artisans, ces artisans, pour qu'ils puissent, entre autres, relever les défis liés aux nouvelles habitudes d'écoute et, naturellement, les défis liés avec ces fameuses mesures sanitaires qui sont désormais imposées. Par ailleurs, comme nos artistes et nos écrivains ont souvent des statuts très précaires, notre plan comporte aussi une aide spécifique pour eux de 6,5 millions de dollars afin de mieux rémunérer leurs œuvres. Une partie de cette enveloppe de 6,5 millions sera d'ailleurs dédiée à un fonds d'urgence et géré par l'Union des artistes et la Guilde des musiciennes et des musiciens. Pour ce qui est des festivals et des événements qui ont dû être annulés,
on bonifie les aides existantes de 5,9 millions pour encourager la tenue d'événements en ligne, les programmes 100% québécois et les commandes d'œuvres originales présentées en première mondiale. De plus, on nous l'a demandé, il va de soi que nous investirons en publicité et en promotion pour relancer la culture québécoise. 13 millions de dollars. C'est important, on veut que les gens reviennent en salle. Par ailleurs, je vous rappelle qu'à la fin du mois de mars, et ça a un petit peu passé dans le beurre, on ne l'a pas trop vu, mais nous avions consacré 59 millions de dollars en devancement de crédits aux organismes culturels. Ça veut dire que plus de 1000 organisations, des musées, des bibliothèques, des écoles en art, des théâtres, et j'en passe, il y en avait 1000, ont déjà reçu 6 mois de liquidité. Toujours fin mars, nous avions aussi lancé un programme de 50 millions de dollars en prêts adaptés aux entreprises culturelles leur permettant d'assurer un fonds de roulement à court terme. Je vous annonce donc que notre plan de relance ajoute un autre 50 millions de dollars à ce programme de prêt de la SODEC qui connaît une grande demande. Plusieurs entreprises culturelles y ont souscrit et ça les aide beaucoup pour passer à travers. Notre plan comporte aussi plusieurs autres mesures, des programmes et des appels à projets qui sont entièrement nouveaux. Alors, je vous invite à consulter le site du ministère de la Culture et des Communications pour avoir tous les détails. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous le disiez, ils sont prêts, ces appels à projets, ils sont prêts, ces programmes. Vous avez des idées, vous êtes nos plus grands créateurs. Votre créativité est reconnue partout sur la planète. Alors, postulez, souscrivez. L'argent est là pour vous payer, pour créer, en attendant de pouvoir revenir à la normale. Et comme ça peut prendre un petit bout de temps, on a mis de l'argent pour vous aider à y arriver. Maintenant, et comme je vous dis, le plan, il y a d'autres mesures, mais allez voir en détail, il y en a énormément. Là, on a d'autres bonnes nouvelles en ce qui concerne le décloisonnement en culture, parce que nous sommes toujours cloisonnés, ne l'oublions pas. Donc, je vous annonce que dès le 8 juin prochain, c'est l'industrie de la production audiovisuelle, de la pré-production à la post-production qui pourra reprendre ses activités, toujours en tenant compte des mesures émises par la Direction de la santé publique et en se conformant au guide de la CNESST qui a été spécifiquement créé pour ce secteur. Et je voudrais en profiter, Monsieur le Premier ministre, pour remercier à cette étape-ci Mme Préjean et M. Fortin. Vous êtes ici, mais je veux vous remercier parce que ces guides-là, ils ont été élaborés par chaque secteur avec les représentants des secteurs à la demande de ces artistes qui connaissent mieux que quiconque les aléas du métier. Donc, merci pour la collaboration parce que ça a bien été. Le guide est là et vous avez aussi bien relayé l'information jusqu'à vos membres et c'est ce que nous vous demandions de faire. Alors, merci. L'information descend et là, j'invite tout de suite les gens à aller consulter le guide pour savoir comment ça va se passer sur les plateaux de tournage, à la télé et au cinéma. Par ailleurs, les travaux se poursuivent toujours avec les autorités de la santé publique et la CNESST pour la réouverture des autres secteurs en arrêt. Là, je pense particulièrement à celui des arts de la scène et de la diffusion. Alors, il y a toujours des travaux qui sont en cours. Tout ça fera l'objet d'une autre annonce, mais je peux vous dire que on est confiant, là, je regarde le docteur Arruda, là, de pouvoir rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale. Du moins, c'est ce qu'on espère. Évidemment, cette réouverture se fera avec un nombre restreint de spectateurs, on le comprend bien, pour respecter la distanciation sociale. Et tout ça se fera graduellement. Quel sera le nombre de spectateurs qui pourront entrer dans une salle? Je l'ignore, la santé publique nous dira tout ça, mais tous les détails et la date officielle de l'ouverture des salles feront l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours. Donc, vous comprenez qu'on attend le feu vert de la santé publique. Le guide n'est pas encore complété, mais ça ne devrait tarder. Alors, en terminant, le but des mesures de relance annoncées aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est de donner au milieu culturel son élan avec des outils très puissants qui l'aideront à redéployer sa créativité pour émouvoir et nous rendre fiers comme vous êtes tous capables de le faire. Je voudrais profiter de l'occasion, moi aussi, Monsieur le Premier ministre, pour remercier le milieu culturel et les artistes pour leur patience, leur grande patience, et le public aussi. Les artistes et les artisans du milieu culturel qui nous ont divertis et accompagnés durant ce grand confinement. Merci pour tout ce que vous avez fait et on a tellement hâte de vous revoir en personne.
on attend, mais on a hâte de vous voir. Alors, merci pour tout. Bonne journée. Merci, Madame la ministre. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a 2 micros prévus à cet effet. Vu le nombre important de journalistes, on vous demanderait de vous limiter à 1 question par journaliste. On va commencer par Michel Jean de TVA Nouvelles. Bonjour à vous 4. Bonjour M. Legault, bonjour M. Arruda, bonjour Mme la ministre. M. Legault, une question pour vous. Hier, on a une manifestation importante, on ne sait pas exactement, mais il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues de Montréal. Ça s'est bien passé dans la première portion, là, avant que les casseurs entrent en jeu. Mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient déplacés dans les rues de Montréal pour dénoncer le racisme. Il y a à peine plus que 10 % des policiers, par exemple, au SPVM, qui sont issus des communautés culturelles. Il y a une étude qui, en 2019, a dit que il y a les gens des communautés noires, arabes, des Premières Nations aussi ont 4 fois plus de chances de se faire arrêter. Bref, on a visiblement encore un problème. Comment vous pensez qu'on peut régler ce problème-là? Et avez-vous l'impression qu'on en prend vraiment la mesure à l'heure actuelle au Québec? Là? Oui. Bien, je pense qu'il faut se dire la vérité, là. Oui, c'est grave ce qu'on voit aux États-Unis, puis je pense pas que notre problème soit aussi grave que les Américains, mais en même temps, on peut pas dire qu'on n'a pas de problème. Il y en a des problèmes de profilage racial, il manque de représentants dans les forces de l'ordre qui viennent des différentes communautés. Donc, on a encore du travail à faire. Puis je pense que ce qui se passe actuellement, ça nous rappelle tout le monde à l'ordre, puis dire il y a encore des efforts à faire. Puis bon, évidemment que ça doit venir des forces de l'ordre, que ce soit la SPVM, que ce soit la SQ. Mais moi, je sens quand même qu'il y a une amélioration, mais il y a encore du travail à faire. Donc, il faut sensibiliser, il faut, cas par cas, pas en laisser passer un. Quand ça arrive, il faut le dénoncer, il faut aller au bout de chaque dossier. On va y aller avec Marco Bellar-Cirino, Le Devoir. Oui, bonjour à tous et à toutes. Monsieur Legault, Madame Roy, je me demandais si le gouvernement comptait aider les salles de spectacle, les maisons symphoniques, de théâtre, de danse, qui pourraient organiser après la fête nationale des spectacles devant des salles, je ne dirais pas quasiment vides, mais avec un nombre réduit de spectateurs pour respecter les règles de distanciation sociale. Et Dr Arruda, est-ce que le plan de la ministre de la Culture de rouvrir les salles au plus tard à la fête nationale tient la route? Vas-y, Nathalie. Bon, alors, pour répondre à votre première question, actuellement, depuis le début de la pandémie, là, on collige absolument tout pour savoir, quelles sont les salles, où sont les salles, à quoi ressemblent effectivement les conséquences de cette pandémie, de cette fermeture. Actuellement, on travaille sur différents scénarios. Ce plan-là, c'est un début, c'est un gros début, là. Comme Monsieur le Premier ministre le disait, il y aura des ajustements à faire. Et à l'égard des salles de spectacle, nous voulons aider parce que dans la mesure où la santé publique nous permettra de rouvrir à 50 ou 60 % une salle, donc on le prive de 100 % de sa capacité, il faut faire quelque chose. Alors, tout est sur la table à l'étude actuellement. Bon, écoutez, on m'interpelle. Alors, probablement, dans un premier temps, je voudrais remercier tous les artistes qui se sont impliqués dans la transmission du message. Vous êtes des modèles pour notre société. Puis l'art, ça fait partie de la vie. L'art, ça soigne l'âme, que ce soit en musique, en danse, en théâtre, en humour. Tout ça est essentiel à notre société. Donc, je pense que vous êtes un service essentiel, mais qui a dû passer en séquence, si vous me permettez, derrière d'autres pour des questions de survie. On a besoin aussi de traverser. Je suis content de voir que les chiffres vont bien. Donc, on est dans une période où, je vous l'ai dit, critique dans la région montréalaise. Il faut continuer à respecter les consignes. Mais on travaille très fort avec toutes les entreprises depuis le début et aussi, je vous dirais, avec les gens qui sont des artistes pour être capable de réinventer, si vous me permettez, une façon de faire encore transitoire parce que le COVID-19 ne va pas disparaître. Même si ça va mieux cet été, il pourrait revenir. Donc, je pense qu'on fait tout pour qu'à notre Saint-Jean, qui est notre fête nationale, on puisse peut-être recommencer de façon différente. Peut-être que ça amène ces défis-là et je pense qu'on l'a travaillé en respectant les principes de distanciation, les bons principes d'hygiène, pour pas que non plus nos artistes tombent malades. Hein. Je pense que ce serait triste de perdre de nos artistes, particulièrement ceux qui sont à risque. Mais oui, je pense qu'il faut réouvrir cet élément-là. Il va nous permettre de nous ressourcer, à mon avis, pour affronter ce qui pourrait venir un peu plus tard. Là. Je sais que j'ai l'air du rabat-joie en disant que ça va revenir, mais je sais que ça va revenir très probablement. Mais on va être mieux préparés et on va pouvoir peut-être continuer
à profiter de la musique, de la danse, du théâtre. Et moi, je peux vous dire que j'ai hâte que mes abonnements soient respectés et que ce qu'on a manqué puisse être repris. Donc, on va travailler au maximum, mais, comme je l'ai dit, il faut que ça ne reparte pas, bien entendu, là, parce que si on recommence à avoir, donc, respectez, s'il vous plaît, les consignes. Philippe Bonneville, Cogeco. Bonjour à vous tous. Ça fait exactement 3 semaines aujourd'hui que les écoles primaires sont rouvertes à l'extérieur de Montréal, évidemment. Plusieurs personnes avaient de très grandes craintes à la suite de cette réouverture-là. Quel est le portrait de la situation, tout d'abord, M. Arruda, au sujet de la hausse des cas? Est-ce qu'il y a eu une hausse des cas chez les jeunes élèves, chez les enseignants, enseignantes? Et sur le même sujet, Monsieur le Premier ministre, est-ce que, comme ça semble très bien aller, est-ce que vous regrettez un peu de ne pas avoir dit oui, finalement, et de rouvrir les écoles à Montréal jusqu'à la fin juin, avec le recul, avec ce que l'on sait présentement? Il faut comprendre, premièrement, là, les décisions qui ont été prises conjointement entre le premier ministre et nous-mêmes, avec une analyse. La situation montréalaise, juste pour vous répondre, n'était pas du tout la même qu'à l'extérieur. Donc, on était véritablement à un près niveau. On aurait peut-être pu rouvrir puis tester, mais le risque était beaucoup trop grand. Et je vous dirais aussi que l'acceptabilité de la population n'était pas au rendez-vous. Même en périphérie, les gens résistaient, mais actuellement, il y a eu à peu près, et je vous le dis, là, il va y en avoir des cas, là, une quarantaine de cas qui ont été rapportés dans le milieu scolaire. Et je tiens à vous dire, soit des professeurs qui avaient même été contaminés, je vous dirais, avant la réouverture lors des travaux, parce que ces gens-là vivent dans leur communauté, mais à la fois les parents, les enfants et les professeurs considèrent que c'est un succès. Ça a été un effort important parce que les mesures d'ouverture ont été mises en place avec des distanciations, etc., ce qui demande une adaptation très importante. Mais on est à réévaluer tout ça, à voir un peu comment va être l'expérience ailleurs, compte tenu que les enfants sont souvent peu malades ou, comme tels, peut-être que la réouverture de l'automne sera un peu différente, mais on regarde tous les scénarios par rapport à ça. Moi, je pense que à Montréal, compte tenu de la fragilité, compte tenu de tous les éléments qui avait, compte tenu de la densité de population. Hein? Montréal, c'est pas... On a beau dire, c'est une densité de population qui fait que les interactions sont plus importantes. Moi, je pense que c'était une bonne décision. C'est une bonne décision de l'ouvrir, je pense, à l'extérieur, parce que ça permet de rassurer aussi les autres parents de voir qu'il n'y a pas eu hécatombe. Mais moi, je pense je pense que, somme toute, l'expérience nous a rapporté comme très, très, très positive. C'est pas moi qui le dis, c'est les acteurs. OK. Bon. D'abord, il faut comprendre là, que j'ai eu beaucoup de décisions à prendre depuis 2 mois et demi. C'est jamais noir ou blanc. OK? Et bien honnêtement, il y aurait eu des arguments pour réouvrir Montréal au mois de mai, ne serait-ce que pour le bien des enfants. Bon. Par contre, il y avait un risque que les enfants transmettent le virus à leurs parents ou grands-parents, puis qu'on engorge les hôpitaux du Québec. Donc, juste être bien clair, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses dans les médias en fin de semaine, là. Moi, je n'avais pas le OK de la santé publique pour réouvrir les écoles du Grand Montréal et de Joliette au mois de mai. OK? Donc, ça, c'est très clair. Maintenant, la question du mois de juin se pose. Et la décision qu'on a prise, c'est de réouvrir les services de garderie. Je ne veux pas, c'est des risques semblables aux écoles, parce que les services de garderie ne se terminent pas le 20 juin. Si l'école ne se terminait pas le 20 juin, bien, on aurait probablement regardé, là, à partir d'aujourd'hui, pour réouvrir les écoles à peu près au même moment que les services de garderie. Mais c'est toujours facile, hein, le lundi matin, de regarder la game du dimanche puis de dire qu'il aurait dû essayer le jeu au sol plutôt que la passe. Mais en mai, je n'avais pas le OK de la santé publique. Il aurait fallu que j'aille contre la recommandation de la santé publique. Je n'ai pas exclu ça, mais j'ai décidé de suivre la recommandation de la santé publique au mois de mai. Et, puis là, au mois de juin, honnêtement, de réouvrir des écoles pour quelques semaines, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Eugénie Lépine-Blondeau, Radio-Canada.
Bonjour. On sait que pour plusieurs artistes, la PCU va se terminer au début du mois de juillet. Alors, ce qu'ils demandent, entre autres, c'est est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence pour les contrats qui ont été annulés, donc pour les artistes qui devaient travailler au printemps et qui devaient probablement travailler cet été aussi, donc pour les contrats qui sont annulés, et aussi pour les diffuseurs, entre autres, est-ce qu'il va y avoir une compensation pour les pertes de vente de billets suite à l'annulation de spectacles? Pour répondre précisément, il y a un fonds d'urgence qui est mis sur pied, qui sera géré par l'UDA également, la Guilde, mais ce sera pour des situations extrêmes d'urgence. Ce qu'on a voulu faire avec ce plan de relance-là, c'est faire travailler les artistes. Et c'est finalement leur donner l'opportunité de créer et de les payer pour qu'ils le fassent et de leur donner aussi l'opportunité de créer et de se servir de tous les moyens possibles et imaginables pour se rendre au public. Donc, on travaille différemment. On a pensé en dehors de la boîte et on leur permet vraiment d'explorer, de créer et c'est pour ça que je disais, les appels à projets sont là et souscrivez-y parce que ce sera votre forme de rémunération. Et à cet égard-là, les bourses sont importantes. Et il y a une grande ouverture pour faire travailler les artistes. On va prendre la prochaine question. Bonjour, Catherine Beauchamp, 98.5. En complément avec ma collègue Lépine Blondeau, je voulais savoir, il y a des artistes qui ne travailleront pas avec ces appels de projets. Il y a des artistes, on est dans une culture de A ici au Québec, il y a énormément d'acteurs, des artistes très populaires qui vont travailler, il y en a d'autres qui vont moins travailler. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces artistes qui ne travailleront pas? Alors, c'est un peu similaire à l'égard du fait que le fonds d'urgence qui a été mis sur pied, c'est vraiment pour des cas extrêmes qui ne pourront pas travailler. Par ailleurs, sachez que les appels à projets qui sont mis de l'avant, il y a énormément à faire pour la création. C'est-à-dire, avant d'être sur les planches, il y a tout un processus de création, de développement, et il y a de l'argent pour ça aussi. Alors, on peut comprendre que l'artiste ne sera peut-être pas sur les planches demain matin, n'a peut-être pas une série télé demain matin, mais si l'artiste a quelque chose à offrir, a quelque chose à déployer, à créer, bien, il y aura un appel à projet. Il pourrait souscrire à l'appel à projet. C'est-à-dire, c'est une façon qu'on a trouvée pour donner de la rémunération, c'est les faire créer. Mais est-ce que les individus vont pouvoir être d'égal à égal avec une boîte de production ou avec un organisme déjà établi? Est-ce que la SODEC va faire la différence entre les deux? Il n'y a pas que la SODEC, il y a le CALC et le ministère de la Culture. Il y a des appels à projets dans les 3 organismes qui sont sous le ministère de la Culture. Et la commande est bien passée auprès de nos sociétés d'État pour faire travailler le plus de monde possible. On passe des commandes, on veut que nos artistes fassent ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire créer. Donc, on a vraiment ouvert de façon très large pour offrir du travail, sachant très bien que tout ne recommence pas à 100% demain matin. On va y aller avec Jean Siak de La Presse. Oui, bonjour, Madame Roy. J'aimerais savoir si les contrats avec les artistes qui avaient des contrats dûment signés avec l'Union des artistes, si leur contrat avait été honoré tel que promis à la mi-mars, comme ça avait été annoncé, premièrement. Et j'aimerais aussi savoir si les promoteurs de spectacles qui s'étaient engagés à faire venir des artistes ici et qui ont souvent payé le gros prix auront droit à une forme de dédommagement. Pour ce qui est des contrats, la portion des contrats, le gouvernement, sachez qu'au mois de mars dernier, comme je le disais, a envoyé 109 millions de dollars à différents organismes, associations, artistes, regroupements pour les aider. C'était des engagements du gouvernement. À l'égard des engagements du gouvernement, ils se poursuivent. Pour ce qui est par ailleurs, des contrats qui sont donnés par un producteur X à un artiste Y, le gouvernement ne peut pas aller forcer le producteur X à payer l'artiste Y, sauf que s'il a reçu l'argent, il faut qu'il le fasse. Il faut que l'argent descende jusqu'à l'artiste, s'il a l'argent pour le faire. Par ailleurs, vous me parliez des producteurs qui feraient venir ici, oui, qui ont fait venir ici. Oui, pour des festivals ou pour des... Si vous me parlez des festivals, par exemple, pour ce qui est des sommes qui ont déjà été engagées, des frais qui ont déjà été engagés, ils, en principe, là, c'est le mot d'ordre que nous avons donné, doivent être remboursés. Ou pour des spectacles au Centre Bell? Ou... Pour les sommes qui ont déjà été engagées doivent être remboursées. On va passer à la prochaine doivent question. Être versées. Prochaine question, Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne.
Bonjour à vous quatre. Juste avant de poser ma question, j'aimerais savoir si Mme Préjean, M. Nézet-Séguin et M. Fortin pourraient venir nous parler quand vous allez avoir quitté pour réagir, pour qu'on puisse conserver la distanciation physique. Si vous alliez en avant plutôt que de faire un scrum avec les journalistes, ce serait très apprécié. Je vous remercie. Ma question est pour vous, Mme McCann. Dans le versement de primes aux gens qui travaillent en zone chaude, ces versements de primes-là sont associés à des corps d'emploi, c'est-à-dire ceux qui sont nommés dans le décret que vous avez signé. Je reçois une foule de témoignages de gens sur le terrain. C'est des travailleurs sociaux, des éducatrices spécialisées, des physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, tous des gens qui ont été mobilisés pour travailler en zone chaude, mais qui n'ont pas droit à la prime parce qu'ils ne sont pas nommés dans le décret. Alors, ma question, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était voulu? Si oui, pourquoi? Et sinon, est-ce que vous pensez pouvoir changer ça? Merci pour votre question. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'abord de me réjouir, moi aussi, de l'annonce en culture, parce que la culture, c'est très bon pour la santé, autant physique que mentale. Et vous dire également, si vous le permettez, que le masque que je porte aujourd'hui, c'est un masque vraiment à l'honneur des infirmières et infirmiers du Québec, qui est fait par Poche et Fils, qui est une entreprise montréalaise. À votre question, monsieur, c'est sûr que l'esprit de l'arrêté dont vous parlez, c'était vraiment de donner une prime aux gens qui ont des contacts étroits avec les personnes qui ont la COVID-19. Plutôt qu'au corps d'emploi. Exactement, exactement. Alors, mais ce que j'ajoute tout de suite, c'est que nous continuons d'être en discussion avec les syndicats qui représentent les travailleurs dont vous parlez, et on a toujours fait les ajustements nécessaires si, par exemple, on n'a pas vu une situation où ce serait requis. Alors, évidemment, on continue notre échange avec les syndicats en question, mais l'esprit de l'arrêté ministériel, c'est lié à la tâche, effectivement. On va y aller avec Vincent Maisonneuve, Radio-Canada. Oui, une question sur le rôle des agences de placement dans les CHSLD. On a recueilli plusieurs témoignages de travailleurs recrutés par des agences de placement qui disent avoir été envoyés dans parfois plusieurs CHSLD sans vraiment de formation. À la lumière de tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il est temps de revoir le rôle, l'encadrement des agences de placement dans le réseau de la santé? Bien, merci encore une fois pour votre question aussi, parce que nous avons un arrêté ministériel qui a été pensé vraiment dans ce sens-là et qui est actif là, depuis, je vous dirais, en tout cas plusieurs jours, plusieurs semaines. Et cet arrêté ministériel prévoit d'abord et avant tout qu'il y a une obligation de la part des agences de faire en sorte que leurs travailleurs n'aillent pas d'un établissement à l'autre. Donc, ces fameuses équipes dédiées, donc les travailleurs des agences ne doivent aller dans le même établissement et même dans la même zone, une zone chaude ou une zone froide. Alors, c'est la même chose pour l'ensemble des travailleurs. Donc, éviter cette mobilité qui a été extrêmement problématique. Donc, l'arrêté est formel là-dessus. Et pour tous les travailleurs, incluant les travailleurs d'agence, nous donnons une formation en prévention des infections. Nous fournissons également l'équipement de protection nécessaire. Donc, les employés des agences sont aussi formés au même titre que tous les travailleurs de la santé. François Carabin, le journal Métro. Bonjour à vous tous. Ma question s'adresse à M. Legault. Vous avez mentionné le travail des policiers dans le contexte actuel qu'on vit aux États-Unis, entre autres. Il y a quelques mois, vous avez amorcé au gouvernement du Québec un processus de réflexion sur un livre vert par rapport à la confiance envers la police au Québec. Dans quelle mesure est-ce que le profilage racial est inscrit dans ce livre vert-là? Et est-ce que les situations dans des derniers jours, des dernières semaines, viennent modifier votre vue de ce processus de réflexion-là? Ça fait partie, effectivement, de la réflexion que fait Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Donc, dans ce livre vert, effectivement, on regardera, puis on regarde actuellement le rôle des policiers, puis comment s'assurer qu'il n'y ait pas de profilage racial. Puis il y en a, malheureusement, encore un peu au Québec. C'est pas une majorité, la grande majorité des policiers en font pas, mais il y a effectivement une attention à porter, puis ça sera dans le livre vert. On va y aller avec une prochaine question en anglais. C'est Carolina Franco, Mike FM.
Bonjour à vous tous. J'aimerais savoir, on sait qu'il y a 1500 soldats dans les CHSLD et dans 25 centres. On aimerait savoir si jamais les soldats sont retirés dans les semaines qui suivent, est-ce qu'il y a un plan immédiat? Bon. D'abord, pour vous donner les chiffres exacts, il y a actuellement 780 militaires dans les CHSLD, puis il y a 350 militaires qui donnent du soutien à ces 780-là à l'extérieur des CHSLD. J'ai déjà eu l'occasion de dire que j'aimerais que le ratio soit un peu modifié pour qu'il y en ait plus dans les CHSLD puis moins à l'extérieur des CHSLD. Donc, si on fait le calcul, ça fait 1130 militaires. Moi, j'ai confiance que M. Trudeau et le gouvernement fédéral vont nous laisser ces 1130 personnes jusqu'au 15 septembre. Merci. Prochaine question. Bonjour, Dominique Scali du Journal de Montréal. Ma question s'adresse à Mme Roy. Si j'ai bien compris votre annonce, là, le but, c'est de stimuler, de donner du travail dans la création, tout ça. Mais est-ce que ça tient compte du fait que produire va coûter plus cher à cause des mesures de distanciation sociale? Est-ce qu'ils vont avoir plus de moyens pour faire la même chose, finalement? Votre question est très pertinente. Tous les groupes que j'ai rencontrés, les centaines de groupes, en fait, je ne les ai pas rencontrés, tout ça a été au téléphone là, au cours des dernières semaines. Les centaines de groupes à qui nous avons parlé réclamaient la même chose parce que force est de constater que faire une production, quelle qu'elle soit, en appliquant les nouvelles mesures de distanciation, ça comporte des coûts parce qu'il y a de l'équipement à acheter, mais également des coûts parce que c'est du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Et effectivement, nous avons pris en considération dans les sommes, quand je vous dis il y a des appels à projets, il y a des bourses qui sont augmentées, il y a des sommes qui sont augmentées pour les projets. Ça prend bien sûr en considération le fait qu'un projet va coûter plus cher. Alors oui, on a pris en considération la nouvelle réalité qui est celle de vivre avec la COVID et comment peut-on continuer à faire des arts et de la culture avec la COVID. Prochaine question. Mr. Premier, going back to yesterday's protest. Donc, pour les manifestations d'hier, M. Legault, un des messages principaux des manifestants, c'était que le racisme systémique n'est pas uniquement un problème américain, qu'il existe également dans la police de Montréal et la sécurité du Québec. Êtes-vous d'accord avec cela? Réponse. Je dirais que oui, il faut admettre que nous avons des problèmes à Montréal et au Québec. Mais le problème n'est pas aussi grave qu'aux États-Unis, je dirais. Mais, néanmoins, je n'aime pas voir ce petit nombre, cette minorité de nos policiers et policières qui choisissent un peu les gens qu'ils arrêtent. J'aimerais qu'on arrête cela. J'aimerais qu'on s'assure que l'étude qui est effectuée et le livre qui sera présenté, le livre vert par Geneviève Guilbeault, que ce problème va être abordé afin que nous puissions éviter que ça se reproduise. Bonjour. J'aimerais peut-être m'inspirer de la question de mon collègue et entrer dans les détails. Justin Trudeau, il y a quelques moments, un peu plus tôt aujourd'hui, a dit que quand il était question des manifestations aux États-Unis comme au Canada, le racisme anti-noir est réel. Les préjugés inconscients sont réels et la discrimination systémique est réelle également et que ça se passe au Canada. Pensez-vous toujours que Trudeau se trompe et que les manifestants d'hier se trompent en cela qu'il n'y a pas de discrimination systémique et de racisme systémique au Québec? Réponse. On a ces discussions assez souvent. Je pense que la discrimination existe au Québec, mais il n'y a pas de discrimination systémique. Il n'y a pas de système au Québec de discrimination et c'est une petite minorité, les gens qui sont responsables de discrimination. Docteur Arruda, quand vous regardez une manifestation comme hier, avez-vous des préoccupations quant à la propagation du virus dans un tel environnement? Est-ce que les masques suffisent avec une foule si nombreuse? Réponse. Écoutez, je n'y étais pas, mais j'ai vu des photos et j'ai vu aussi des prises d'hélicoptères et j'ai l'impression que la plupart des gens portaient le masque.
Je pense aussi que les gens étaient respectueux de la distance, car c'est le 2 mètres qui est le plus important. Manifestement, quand les gens se rassemblent, plus qu'il y a de gens, plus qu'il y a un risque que des gens asymptomatiques puissent propager le virus. Mais nous verrons, n'est-ce pas, chez les gens qui ont participé à ces manifestations dans les quelques jours qui viennent. Je ne suis pas préoccupé outre mesure. Je ne vis pas de panique quant à cet aspect-là de la manifestation. La plupart des gens respectaient la distance physique et portaient le masque. J'espère tout simplement qu'ils ont lavé les mains au retour à la maison parce qu'ils ont pu toucher plein d'objets. Mais même s'ils étaient en deçà du 2 mètres, ce n'était pas pour longtemps. Mais moi, je ne recommande pas des rassemblements au-delà du nombre que j'ai déjà mentionné. En même temps, en lien avec la crise et le message de la manifestation contre le racisme, je comprends tout à fait le pourquoi de ce rassemblement. Nous verrons s'il y aura une flambée et si la seule explication sera la manifestation. Si tout le monde suit le même taux d'infection avec le même échéancier, nous aurons des données. Question. Premièrement, les gens disent que la justice devrait être ouverte et publique, donc est-ce un problème que le public sera exclu des salles d'audience? Réponse. Je ne crois pas, non, ce que la ministre Sonia Lebel a annoncé la semaine dernière. C'était que tout dépend de la cause. Est-ce que c'est au criminel? Eh bien, nous allons continuer d'avoir un procès tout à fait normal. Mais si c'est une infraction mineure, oui, nous comptons aller de plus en plus vers la vidéo. Deuxième question. Sur les centres commerciaux, est-ce qu'il y a une date pour la région de Montréal et un suivi rapide? Beaucoup d'entreprises ont dû acheter de l'équipement supplémentaire, des gants, des masques, sans avoir de revenus depuis 2 mois déjà. Est-ce qu'il y a un plan pour dédommager les entreprises devant ces coûts? Réponse. Je pense que Pierre Fitzgibbon cherche un plan pour le commerce au détail. Il y a déjà un plan fédéral avec un prêt de 40 000 et s'ils remboursent 30 000, ils peuvent garder 10 000. Donc, je pense que ce que nous essayons de faire, c'est qu'entre le fédéral et le provincial, que nous trouvions des façons de les aider. Est-ce qu'il y a une date? Réponse. Je ne voulais pas voler la vedette à mes collègues parce que ce sera une annonce sectorielle par le ministre responsable. Bonjour. Ma première question est pour Mme Roy. Comment allez-vous aider les consommateurs à avoir de remboursements pour des concerts et d'autres événements culturels qui ont été annulés? Réponse. Nous examinons le dossier, mais nous tenons compte de tout cela. Question. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait de l'action dans le dossier? Réponse. Légalement, les gens ont le droit d'être remboursés s'il n'y a pas de spectacle. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si les spectacles seront remplacés ou reportés ou annulés. Mais nous examinons le dossier, mais ce n'est pas intégré au plan pour l'instant. Une dernière question. Le gouvernement a permis aux camps de jour de rouvrir, mais beaucoup de municipalités ont décidé de ne pas rouvrir leur camp de jour. Alors, qu'en est-il? Réponse. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, travaille sur une aide financière pour les municipalités et nous aimerions que le plus grand nombre de camps de jour puissent ouvrir. Nous comprenons qu'il y a des coûts supplémentaires parce que le nombre de personnes par groupe a été réduit, donc vous avez besoin d'embaucher plus de moniteurs. Donc, Mme Laforêt parle avec l'UMQ et la FQUM afin de dialoguer avec les représentants des municipalités
pour les aider. Mais pour moi, c'est vraiment une priorité que ces camps de jour puissent opérer et être ouverts cet été.